Vous allez entendre un cours de Monsieur Larvel, professeur de philosophie à l'Université de Paris X Nanterre. L'homme et la philosophie. Deuxième partie. Puisque nous traitons le thème « L'homme et la philosophie », je voudrais aujourd'hui m'intéresser à une formule classique que l'on trouve en particulier chez Descartes, l'humaine philosophie, et prendre ce mot d'ordre ou peut-être ce slogan comme fil directeur d'une réflexion sur les rapports de l'homme et de la philosophie. Alors, l'humaine philosophie a été d'abord l'enjeu d'un combat, un combat qui fut mené autrefois, comme l'on sait, au nom de la lumière naturelle, c'est-à-dire de la raison, contre la foi. À ce combat, Descartes prit part, mais je dirais qu'il se contenta de prendre part, c'est-à-dire qu'il fut pris lui-même dans le partage impossible de la raison et de la foi. De là la prudence de Descartes, prudence très connue, et le supplément d'autorité théologique dont il sait que ces démonstrations métaphysiques, et donc en un sens rationnel, ont un besoin lointain, je dirais, un besoin lointain malgré tout. Car Descartes savait peut-être, comme cela fut alors plus clairement démontré par la suite, et surtout par Heidegger, que la foi et la raison, du moins ainsi comprises dans les limites de la philosophie, ou en rapport avec la philosophie, que la foi et la raison ne sont qu'un unique combat et qu'un unique différend, ne sont que les deux volets d'une différence plus ou moins décidable, plus ou moins indécidable, une différence que Heidegger baptise, comme vous savez, ontothéologique. Eh bien, malgré cela, c'est-à-dire malgré l'insertion de cette formule « l'humaine philosophie » dans ce contexte ontothéologique, nous voudrions la reprendre, cette formule, reprendre cette exigence un instant cartésienne et essayer de lui donner un autre sens. Cet autre sens serait le suivant. Peut-on définir une philosophie dans les strictes limites de l'homme? Alors, que s'est-il passé depuis Descartes pour que nous puissions avancer à nouveau cet espoir? Eh bien, en un sens, il ne s'est rien passé de nouveau, sinon que de nouvelles philosophies, et vous direz que c'est beaucoup, que de nouvelles philosophies ont vu le jour, qui ont répété le même partage à quelques nuances près. Cet espoir qui est le nôtre ne peut donc pas être un espoir historique, c'est-à-dire philosophique. Il fait plutôt corps, sinon avec la lumière naturelle, avec la raison, du moins avec l'existence la plus intime de l'homme. Une humaine philosophie est la seule éthique, je dirais, de la pensée, la seule éthique de la pensée que celui-ci puisse apporter avec lui, de manière immanente, et qu'il soit en mesure d'imposer au monde, c'est-à-dire aux Grecs que nous croyons être. Sans doute, la distinction de la foi et de la raison, ayant été subvertie par la philosophie, et ayant avoué son peu de consistance, c'est là une condition historique, mais une condition insuffisante pour qu'émerge une autre distinction sur laquelle je vais m'appuyer, une distinction plus irréductible que celle de la foi et de la raison, et une distinction d'ailleurs longtemps tenue sous le boisseau de la philosophie, c'est la distinction de la science et de la philosophie elle-même, celle aussi peut-être de l'homme et de la philosophie, qui est peut-être la même distinction, c'est la thèse du moins que je voudrais soutenir. Une nouvelle distribution, par conséquent, des rapports de l'homme, de la science et de la philosophie redevient une hypothèse sinon rationnelle au sens classique du terme, du moins raisonnable, sinon philosophique, du moins scientifique. C'est cette hypothèse que je vais essayer d'élucider, de tester, en commençant au fond par le seul commencement qui n'en soit pas un, l'homme comme absolu. Est-il possible, autrement dit, de mettre en œuvre une science spécifique de l'homme, une science réellement et rien qu'humaine, et de réévaluer, sur cette base, le rapport de l'homme à la philosophie, retrouver en quelque sorte le contenu réel, le contenu non métaphorique de l'expression d'humaine philosophie? Qu'il ne puisse s'agir, du moins pour nous, d'humanisme et d'anthropologie, c'est là, je dirais, une évidence presque primitive, avec la foi et la raison, avec leurs différends indécidables, qui est en un sens toute la philosophie, c'est l'anthropologie elle-même, l'humanisme lui-même, que nous serons obligés de suspendre, pour faire sa place à une pratique enfin humaine de la philosophie. C'est dire que les innombrables débats, les débats actuels, autour de la modernité et de la post-modernité, autour des lumières et de l'irrationalisme, du juridique et du politique, et même les débats autour de l'individualisme ne rentrent pas dans notre horizon.
car ces débats ont leur lieu à l'intérieur des partages, par ailleurs indécidables, de la philosophie et de ses éternels combats. En revanche, notre problème est celui d'une expérience radicale de l'homme dans les limites de la science, le problème d'un déplacement global que cet homme-là imposera à la philosophie, le problème enfin de l'usage nouveau, rien qu'humain, qu'il lui est possible de faire de celle-ci. L'homme passa longtemps et passe encore pour une figure de sable et d'eau que dessine le cours encombré d'une pensée anonyme, tout en flux, tourbillons et sédiments, la philosophie ou l'histoire. Comme si, à défaut d'être une hallucination de Dieu, il était devenu un fantasme bien fondé de l'histoire occidentale. Comme s'il n'était que la figure, l'autofiguration d'une machine qui serait la philosophie. Allons-nous encore longtemps tenter de l'insérer de force jusqu'à le détruire, jusqu'à programmer son effacement sous l'horizon des présupposés, qui sont des présupposés grecs pour l'essentiel, de l'ontologie, présupposés qui sont incapables de lui reconnaître sa réalité. La destruction violente des hommes est accompagnée de la destruction douce de l'essence de l'homme par la philosophie. Comment, de quel droit, conclure de la fécondité historique de la pensée grecque à sa validité pour penser l'essence de l'homme? Car enfin, les Grecs, qui ont donné tout leur souci aux choses et au monde, à l'être et au cosmos, à la cité, à la justice, etc., ont peut-être à cause de cela même manqué l'homme. Celui-ci n'est peut-être définissable ni par le sujet animal, ni par les prédicats rationnels, politiques, parlants, etc. Il ne tombe peut-être pas, d'une manière générale, sous la structure ou dans la matrice du jugement prédicatif, car le jugement prédicatif vaut d'abord des choses du monde, mais il ne vaut pas nécessairement de l'homme. Par ses présuppositions les plus fondamentales et les plus invariantes, les plus continues dans la tradition, la philosophie postule en effet que l'essence authentique des choses, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'être, contient nécessairement ce qu'elle appelle de la transcendance, c'est-à-dire de l'ouverture ou de la représentation, que l'essence, la réalité ultime, est définie de toute façon, même si d'ailleurs c'est insuffisant, mais sera définie de toute façon par un geste de séparation, d'élévation, de dépassement vers une réalité plus authentique, et que finalement la philosophie se résume au couple d'une décision et d'une position, décision par rapport à l'expérience, position d'une réalité nouvelle, qui seraient les deux opérations toujours couplées, toujours saisies ensemble, les deux opérations les plus élémentaires de toute pensée. La philosophie présuppose que la pensée essentielle est de toute façon de l'ordre d'une unité d'opposés, on l'a déjà dit la dernière fois, d'un couplage de contraires, d'un devenir qui se meut d'un terme à l'autre. Pour résumer cette description très schématique des invariants les plus constants de tout ce qui s'est appelé philosophie dans l'histoire, il suffit de penser aux deux principes avec lesquels Platon, mais pas seulement lui, prétend engendrer toute réalité. La dyade, ce qu'il appelle la dyade indéfinie, et qui est d'une manière générale la dualité, et l'un, ou l'unité, ce que nous avons appelé l'unité la dernière fois. Soit encore et toujours deux principes simultanés et réciproques malgré tout. À supposer que cet appareil ontologique permette de penser ce que les Grecs ont appelé cosmos et physis, être et temps, polis, la cité, dike, la justice, etc. C'est-à-dire tout ce qui se donne en effet dans la distance, dans l'extériorité, dans la transcendance, et tout ce qui se donne sous la forme d'un universel, voire d'une totalité, faut-il en conclure que cet appareil permet de penser l'essence de l'homme, c'est-à-dire de l'individu? Faut-il en conclure que celui-ci est seulement un objet ou un relais de l'efficace objectivante de l'être? Un représentant, mais un représentant toujours en même temps représenté dans le monde, et de telle sorte que son être représenté appartienne aussi à son essence d'homme. L'homme est-il aussi un objet ou un prédicat capable d'avoir un contraire, d'être pris dans un devenir, d'être constitué et défait par une histoire, produit et dissous par un arrangement d'attributs ou de prédicats à la manière artificielle dont on arrange et détruit une figure mouvante?
L'essence de l'homme n'est peut-être pas du tout cette figure transcendante, cette figure précaire que dessinent l'humanisme et l'anthropologie sur la base grecque et philosophique traditionnelle. Nous cesserons de nous battre autour de l'homme et de l'impliquer dans un tourniquet où il n'a peut-être rien à faire, lorsque nous cesserons de réduire l'anthropos à l'anthropologos, c'est-à-dire à l'homme comme support du logos et à l'homme comme déterminé par le logos, c'est-à-dire les présupposés de la philosophie. Lorsque nous cesserons de faire de l'homme réel ou concret un mode historique de cette dyade particulière, de cette dualité particulière qu'on pourrait appeler la différence anthropologique. Pour penser correctement l'essence de l'homme, c'est notre expérience du réel et de sa manifestation que nous devrions peut-être changer. Abandonner l'ontologie gréco-occidentale, c'est-à-dire les opérations de décision et de position qui font la philosophie anonyme d'ailleurs, et en général toute opération de transcendance. L'homme s'éprouve aussi dans le monde, bien entendu. Il s'éprouve au niveau des objets perçus, au niveau même de la matière. Mais il n'est pas sûr qu'il s'y éprouve, du moins lui-même, comme un objet, comme un étang dans l'ouverture de l'être. Et encore moins que son essence humaine se réduise à être un mode de cette ouverture du monde, ouverture de l'histoire, du langage, etc. Nous n'avons peut-être pas mesuré la plus longue des aliénations, plus profonde encore que celle du travailleur au capital, parce que c'est une aliénation philosophique plutôt que sociale. L'aliénation de l'homme à une manière de penser ontologique et représentative qui nous vient des Grecs et que nous n'avons fait que varier, qu'aménager, sans peut-être savoir toujours la remettre fondamentalement en cause et la critiquer, autrement dit, en faire une critique réelle. Car s'il y a une critique philosophique de la philosophie, y a-t-il eu une critique réelle de la philosophie? La dévotion de l'homme au monde, à l'être, au langage, à la fois la dévotion et le dévouement, à tous les grands universels autoritaires, à la représentation en général, c'est une aliénation si continue, si insensible aussi, qu'elle en est devenue imperceptible, et je dirais surtout imperceptible aux philosophes eux-mêmes, c'est-à-dire à ceux qui veulent révolutionner le destin de l'homme par des moyens philosophiques. L'homme doit être pensé en fonction, je dirais, d'une nouvelle ontologie, si l'on peut encore employer ce terme d'ontologie, donc une ontologie en un sens très différent et très général de ce mot. Plus exactement, il devrait être pensé comme à l'origine de cette ontologie, de même que nous avons dit la dernière fois que l'homme précédait la philosophie plutôt qu'il n'était précédé par elle, eh bien nous devons essayer de concrétiser ce rapport étrange, ce rapport peut-être bizarre, en élaborant une nouvelle ontologie où l'homme précédera en quelque sorte la philosophie et sera capable de fonder l'opération philosophique. L'homme, je dirais, est l'origine de sa propre essence. C'est en cela qu'il est absolu. Il est son critère et son modèle immanent. Cela veut dire que l'homme ne peut pas trouver son modèle dans le monde, la cité, la justice, etc., comme le croyaient les Grecs. Ce n'est donc plus le monde qui peut être le paradigme de la pensée et le modèle universel. Justement parce qu'il n'est qu'universel et que, n'étant qu'universel, il est inadéquat à l'essence de l'homme comme individu. Au lieu de prélever l'homme sur les choses, de l'emprunter au monde, essayons de décrire son identité purement humaine, purement individuelle. Et pour cela, nous pouvons certes encore utiliser des termes philosophiques, et peut-être même que nous sommes obligés encore d'utiliser des termes philosophiques. Nous sommes obligés d'utiliser le langage qui a été modelé pour le monde et pour l'être, mais nous pouvons les utiliser, ces différents langages, à condition de les travailler, de les rectifier, pour les rendre aptes à décrire cette identité individuelle de l'homme. Précisément, à la différence des choses qui reçoivent leur essence de l'extérieur, qui ont une identité d'emprunt et qui sont donc prises dans des ensembles de prédicats opposés, qui sont prises dans des devenirs, dans des histoires, l'homme est peut-être le seul étant qui reçoit de lui-même sa propre essence. Plus exactement, pour être plus précis, l'homme est ni plus ni moins et sans reste la réception de sa propre essence, la jouissance de sa propre essence, l'autoréception
de son essence. Mieux encore, pour être plus précis, son essence consiste ni plus ni moins dans cette réception immédiate de soi. L'homme n'est pas fait de prédicats, de propriétés universelles, monde, langage, histoire, sexualité, pouvoir, désir, inconscient, etc. Propriétés universelles que l'on réunirait ensuite, plus ou moins de l'extérieur, dans une synthèse artificielle, dans une unité supérieure et venue d'ailleurs on ne sait d'où. Avant d'être le sujet de ces prédicats, et certes il est le sujet de ces prédicats, je dirais que l'homme est le sujet radicalement identique à lui-même, si identique qu'il éprouve cette identité, non pas comme une propriété supplémentaire qu'il reçoit du monde, ou de l'histoire, ou de la société, mais qu'il éprouve cette identité comme sa réalité à lui, son assiette en quelque sorte, la plus intime, son essence vécue la plus concrète. Il accède à lui-même, autrement dit, de manière immédiate. Et cette immédiateté, il ne faut pas l'entendre en un sens banal, vulgaire ou empirique, mais en un sens transcendantal. Sans passer par une histoire, sans passer par un devenir, sans passer par un drame ontologique ou un drame cosmologique, sans passer par le monde ou par le langage, sans être soumis à l'ordre symbolique. L'homme est homme avant d'entrer dans l'ordre symbolique. Monde, langage, histoire, devenir, etc., avec lesquels il entretiendra des rapports, c'est évident, mais des rapports que je dirais contingents, c'est-à-dire des rapports qui ne sont pas constitutifs de lui-même, de sa propre essence. Cet accès immédiat à soi signifie que l'homme se manifeste sa réalité depuis celle-ci, c'est-à-dire depuis lui-même, ou plus exactement que sa réalité est une auto-manifestation ou une auto-phénoménalisation radicale. Que veut dire radicale ici ? Eh bien, cela veut dire qu'elle se fait depuis elle-même, sans utiliser des moyens extérieurs, par exemple la décision philosophique ou la transcendance par rapport à l'expérience, ni cette autre opération qui est toujours couplée avec la décision dans les philosophies et que j'ai appelée la position ou l'être, c'est-à-dire la position d'une réalité supplémentaire et supérieure. Cela veut dire que la réalité propre à l'homme est distincte, donc radicalement distincte de celle des objets, et ni plus ni moins, et je dirais sans reste. Et cette auto-phénoménalisation, qui n'a plus besoin de passer par une surface de manifestation étrangère, qui n'a plus besoin d'être réfléchie sur le monde, réfléchie sur l'objet, pour arriver jusqu'à l'homme, qui n'a pas besoin d'être aliéné et d'être universel, comme le monde lui-même. Le sujet est sujet avant ses attributs, c'est-à-dire qu'il ne compte pas sur eux pour être sujet. Il est l'identité réelle, que j'appellerais l'identité réelle, et pas du tout l'identité logique, bien entendu, ou l'unité en soi, qui n'a pas été d'abord un attribut, qui n'a pas été une propriété universelle, ou mélangée avec un attribut, qui n'a pas été non plus le principe d'identité, une entité logique à laquelle on aurait prétendu donner ensuite de la réalité, comme ça se fait dans toutes les philosophies. Cette identité réelle reste donc purement immanente, immanente pour employer un terme évidemment des philosophes, mais en travaillant ce terme d'immanence et en suggérant que l'homme se définit par ce qui n'est qu'une immanence, ou par une réalité qui n'est qu'immanente à elle-même et qui est absolument dépourvue de transcendance. Et par là même, on le distingue donc tout à fait des objets philosophiques. Alors, cette identité, on ne peut la penser comme telle qu'en se délivrant de la transcendance sous toutes ses formes, aussi bien de la transcendance divine que de la transcendance ontologique, et peut-être d'ailleurs que la transcendance divine et la transcendance ontologique ont les rapports les plus étroits dans l'histoire. On décrira donc cette immanence radicale, et l'on dira, de manière enfin fondée et rigoureuse, je pense, que l'homme est la racine, c'est-à-dire qu'il est racine de soi et son propre commencement. Il est sa propre racine. Il commence depuis lui-même pour aller ensuite au monde, au langage, à l'histoire, au désir, au pouvoir, etc., afin de les transformer pratiquement. Mais ce qui compte ici, c'est le sens du mouvement, car ce sens est rigoureusement irréversible, c'est-à-dire que la pratique humaine exercée sur le monde, la causalité de l'homme, en quelque sorte, c'est une causalité rien qu'humaine, ce n'est pas une causalité symbolique ou du langage, ce n'est pas une causalité historique, c'est une causalité qui va simplement et seulement de l'homme vers les choses, de l'homme vers le monde, vers le langage, vers l'histoire, vers le pouvoir, etc.
C'est d'ailleurs la condition pour que l'homme puisse transformer pratiquement tout ce qu'il y a dans le monde. Ainsi, contre l'anthropologie, contre les sciences humaines, qui réduisent l'homme à ses prédicats extérieurs, qui tentent de le reconstruire avec du non-humain, on le décrit comme l'absolu en personne, plus exactement comme la seule expérience humaine et finie que nous ayons réellement de l'absolu. Pas comme un absolu fantasmatique et transcendant, qui est en général celui de la philosophie, ni comme la totalité, qui est toujours couplée avec l'absolu des philosophes. L'homme est précisément, je dirais, la non-totalité par excellence, le rien qu'individu. Il est l'identité qui conditionne la totalité, ou l'un qui conditionne la totalité, mais qui n'est pas lui-même repris ou ressaisi par elle. Avec l'homme, il devient impossible d'opposer l'absolu et la finitude, comme ça se fait traditionnellement. L'absolu est radicalement détotalisé ou pré-totalisé, pré-totalitaire, je dirais, et éprouvé dans les limites de la finitude humaine, mais d'une finitude purement intrinsèque, ce qui veut dire que si l'homme est un être fini, c'est-à-dire probablement multiple, sa finitude ne lui vient pas du monde. Sa finitude n'est pas une limitation externe de l'homme par la perception, par l'histoire, par la société. L'homme est multiple, individuel, fini, il n'y a que des individus, et ceci, l'homme le tient de lui-même, il ne le tient pas d'un effet du monde sur lui-même. L'identité réelle de cet individu signifie que l'homme tient en effet son être de lui-même, sans avoir été pour cela obligé de le créer, sans avoir été pour cela cause à sui, c'est-à-dire cause de soi, par exemple, comme l'est la substance spinoziste, qui est infinie parce qu'elle est cause à sui. On se demandera sans doute comment il est possible qu'une essence existe déjà actuellement et déjà achevée, sans avoir été l'objet d'une activité, fût-elle de cause de soi et de synthèse de soi. Et l'on objectera sans doute que l'absolu doit être quelque peu relatif, malgré tout, ou être sinon produit, du moins coproduit, codéterminé, par exemple par l'homme, dans une histoire, qui peut être une histoire de l'être, une histoire de l'esprit, une histoire du concept, une histoire de la volonté de puissance, etc., selon les philosophies. Eh bien, je crois que cette thèse selon laquelle l'absolu ou le réel doit être codéterminé par la pensée et par excellence la présupposition la plus constante de la philosophie, à savoir que la pensée d'une chose, le discours sur une chose sont nécessaires à cette chose, nécessaires à sa réalité qui est ainsi en devenir. Car si le discours sur la chose ou sur l'objet est affecté par l'objet lui-même, eh bien l'objet à son tour est affecté par le discours. Cette circularité est typique de la pensée philosophique, mais peut-être n'est-elle pas du tout typique de la science. La connaissance du réel serait nécessaire circulairement à l'essence et au devenir de ce réel. Le discours sur un objet serait une partie de cet objet, la science d'une chose une partie du corpus de cette chose. Voilà les présupposés les plus constants de la philosophie occidentale. Or, ces présuppositions, qui sont celles de la circularité, ou encore celles de la détermination réciproque, détermination en deux sens contraires, d'une chose réelle et de sa connaissance, eh bien, ces présuppositions doivent et peuvent être exclues en même temps que la transcendance, lorsque celle-ci est supposée constitutive du réel. Car c'est exactement, bien entendu, la même présupposition. Autrement dit, l'authentique science humaine commence simultanément dans le réel ou dans l'homme, elle commence avec l'homme qu'elle présuppose et qu'elle présuppose comme donation radicale à soi ou comme identité, et simultanément, on a dit, dans la description rigoureuse de ce réel. Alors, cette description du réel se soumet à lui, à celui-ci, sans prétendre en même temps le déterminer et le faire advenir. Ce que l'on dit, par exemple ici, de l'homme, se contente de le décrire sans le transformer, contrairement à ce que prétendrait la philosophie. Et ce sont l'histoire, le langage, le monde, la philosophie qu'il faut transformer, pas l'homme. Ainsi, cette science décrit l'homme ou l'absolu
Elle décrit le réel dans les limites de sa finitude ou de sa donation radicale à lui-même, et comme lui-même. Ainsi, une science rigoureuse de l'homme ne se pose pas le problème de l'origine de son objet, de la genèse historico-philosophique de l'homme. Car justement, le problème de l'origine de l'homme, c'est un problème philosophique, ce n'est pas un problème scientifique, sauf si l'on entend genèse de l'homme en un sens purement anthropologique et physique. Mais cette science va se contenter de le décrire dans les limites de son identité, car cette identité de l'homme avec lui-même, identité radicale, sans la médiation d'une transcendance, d'un néant, d'une scission, etc., cette identité radicale sert de fil conducteur à cette science. Ce que l'on appelle l'homme est ainsi l'identité immanente de l'homme et de la science de l'homme. Alors, cette science découle nécessairement de son objet par rapport auquel elle est contingente, sans qu'il soit nécessaire d'en appeler à des opérations philosophiques extérieures à cet objet, comme la décision, la position, la réduction, le doute, l'analytique, etc. L'homme le plus fini, ce que de notre côté nous appelons l'homme ordinaire, et qui n'est pas l'homme quelconque ou banal, l'homme du sens commun, se distingue de ces images philosophiques et anthropologiques, non seulement parce que c'est un homme sans qualité, ou un homme sans prédicat, mais parce qu'il est identiquement savoir de soi, et en mettant peut-être le « de » entre parenthèses, pour suggérer par là le suspens de toute extériorité, de toute objectivation ou de toute transcendance dans le savoir de soi qui le définirait plutôt. Seul l'homme peut faire la science de l'homme, alors qu'un Dieu pourrait peut-être faire une philosophie de l'homme. Bien entendu, cette science, comme d'ailleurs toute science, il n'y a là rien de surprenant, n'est pas fondée sur la réflexion ou sur la lumière du logos, comme l'est la philosophie. C'est un savoir, je dirais, opaque, un savoir irréfléchi, puisqu'il est d'une certaine manière complètement immédiat, à mesure de sa radicale immanence. C'est un savoir obscur, mais pas inconscient, obscur à cause de sa nature irréfléchie. Je dirais que la science réfléchit, mais qu'elle ne fait pas de la réflexion l'essence de son opération. Et l'on ajoutera que la science pense, elle aussi d'ailleurs, mais pas comme la philosophie. Il est donc possible de décrire dans sa réalité une science adéquate de l'homme. Une science qui ne serait pas trop vaste ou trop large pour lui, comme l'est la philosophie. Car la philosophie, c'est un savoir du monde, c'est un savoir de l'être, un savoir des grands attributs, du désir, du langage, de la sexualité, etc., plutôt qu'un savoir de l'homme comme individu. Ce que l'on a tenté de décrire, c'est évidemment l'individu au sens le plus littéral du mot, comme indivisible, mais comme une indivision vécue et réelle, pas comme une indivision prédicative ou comme un prédicat de l'indivisible. Cette identité est tellement identité qu'elle consiste, sans être débordée par cette expérience, dans le savoir de soi de cette identité. Pour résumer tout cela, on dira que l'homme est l'un même, celui que les philosophes ont méconnu, parce qu'ils l'ont mélangé en réalité à la transcendance et à l'extériorité, et mis ensemble l'indivision et la division, comme on a dit la dernière fois. Vous venez d'entendre un cours de Monsieur Laruelle, professeur de philosophie à l'Université de Paris X Nanterre.